Et donc on va reparler ce matin, mesdames, messieurs, de cette manifestation de Genève avec un panel que nous allons constituer ce matin avec nos différents invités. Dans un court instant, le docteur Patrick Rifoué du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, mais également Charles Djikam du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Bonjour à vous. Bonjour Monsieur Fopo-Sinegou, bonjour à nos auditeurs, nos invités. Et nous avons en ligne ce matin Calibri Calibro, donc Thiam Abdoulaye, bonjour. Bonjour Monsieur Eric Fopossi, bonjour à tout le panel et surtout bonjour à la grande communauté musulmane camerounaise qui fête aujourd'hui l'Aïd. Voilà. Et donc, des personnes ont été arrêtées et condamnées à Genève. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, Calibri Calibro? Ça me fait rire qu'on dit que des personnes ont été arrêtées, condamnées à Genève. Il faut préciser les choses. Il y a eu des personnes qui ont été arrêtées. Je fais partie de ces personnes-là qui ont été arrêtées. Ça n'a rien à voir avec la manifestation de samedi. Nous avons été arrêtés vendredi parce que nous avons voulu pénétrer et parce que nous avons pénétré à l'intérieur de l'hôtel intercontinental. Nous étions 11. Nous avons été condamnés aux heures payantes, comme ça se passe en Suisse. Mais ça n'a rien à voir avec la manifestation. Dans le cadre de la manifestation, il y a juste une personne qui a été arrêtée et qui a été libérée le lendemain. J'entends dire au Cameroun qu'il y a eu des gens qui ont été arrêtés lors de la manifestation. C'est faux et archi faux. Nous avons monté un commando de 11 personnes. Ces 11 personnes ont été arrêtées. Nous avons été gardés à vue et libérés même pour ensuite rejoindre la manifestation. C'est ce que je peux dire là-dessus. Le reste, ce n'est que du folklore, ce n'est que du montage politique du RDPC. Aucune personne n'a été arrêtée. Sauf que, est-ce que, Calibri Calibro, vous pourrez de nouveau arriver en Suisse et, on va dire, faire des manifestations sans qu'on vous arrête? Bien sûr. Nous n'avons pas été interdits sur le territoire suisse. La preuve en est qu'on m'a libéré et j'ai continué la manifestation. Je suis revenu refaire une autre manifestation. Et vous m'avez vu être encadré par des policiers. J'ai pas eu une expulsion de Suisse, non. Et nous sommes même en train de repartir en Suisse. Si M. Biabi Vondo s'y retrouve encore, si le dictateur camerounais se retrouve encore en Suisse, nous allons repartir manifester en Suisse. Ne vous dérangez pas pour ça. Alors, pour vous, quel est votre regard sur ce qui s'est passé? L'on estime que le fait que cette manifestation ait été, on va dire, interdite, est le fait que vous avez échoué. Oh, ça c'est le Cameroun. Et je crois que la Suisse a encore montré une fois de plus au Cameroun ce que c'est que la démocratie et la liberté d'expression. Vous avez vu en Suisse, on a interdit une manifestation. Des gens ont quand même bravé cette interdiction. Ils sont allés manifester et il n'y a eu aucune personne qui a été arrêtée lors de la manifestation. Je tiens encore à rappeler que la personne qui a été arrêtée, la seule personne d'ailleurs, a été arrêtée bien avant la manifestation. Les policiers suisses, les autorités suisses, bien qu'il y ait interdit cette manifestation, a encadré la manifestation. Tout au long, et avec tout ce qui s'est passé, ils ont encadré la manifestation. Aucun manifestant n'a été arrêté. Est-ce que c'est un échec? Non, ça ne peut pas être un échec. Au contraire. Pourquoi la Suisse a interdit la manifestation? Ce n'est pas à cause du régime dictatorial de M. Biya. La Suisse a interdit la manifestation parce qu'elle avait des faisceaux d'indices qui lui prouvaient et qui lui démontraient qu'il devait avoir plus de 5000 personnes à Genève. Et elle n'avait pas la capacité pour pouvoir contenir toute la colère des Camerounais. C'est pour ça qu'elle a interdit la manifestation. C'est pour ça qu'elle a tout fait pour que cette manifestation ne puisse pas avoir lieu. Je tiens ici à féliciter tous les membres, les sympathisants et les adhérents de la brigade anti-Sardina qui ont bravé l'interdiction et qui braveront à nouveau cette interdiction. Nous, tant que M. Biabi Vondo ne va pas dialoguer avec son peuple, ne va pas dialoguer avec ses opposants politiques, tant qu'il ne va pas instaurer un véritable dialogue inclusif au Cameroun, nous allons perturber permanemment ces déplacements à l'étranger. Et ceci ne s'arrêtera pas qu'à Biya. À partir d'aujourd'hui et à partir depuis samedi, nous avons décidé que tout membre de gouvernement qui mettra les pieds en diaspora
aura le même traitement. Pour le moment, nous sommes consacrés sur Biya parce que c'est lui le chef, je dirais, le chef du gouvernement ou bien le chef de l'État, je ne sais même pas comment l'appeler, mais c'est lui qui prédestine à l'avenir des Camerounais, si on veut le croire. M. Biya est responsable de la situation et nous n'allons lésigner sur aucun moyen pour faire entrer ce monsieur au Cameroun. Il veut se faire soigner, eh bien, il n'a qu'à construire des hôpitaux au Cameroun. Il veut passer des vacances, il n'a qu'à valoriser le tourisme au Cameroun. Le Cameroun est un très beau pays. Le Cameroun est une terre bénie par Dieu. C'est pas en Suisse que M. Biya va se faire soigner. Il se fait soigner en Suisse et nos grands-mères, nos arrière-grands-mères, nos enfants vont se soigner où? En Suisse aussi. Vous connaissez comment les Camerounais meurent dans nos hôpitaux? Vous connaissez que nous n'avons pas d'hôpitaux au Cameroun, nous avons juste des bâtiments qu'on appelle hôpital. Non, nous voulons aussi avoir des hôpitaux comme ça se trouve en Suisse, à Genève et partout dans le monde. Nous voulons avoir des hôpitaux comme ils viennent de se faire soigner à Neuilly ou bien je ne sais où. Nous voulons avoir ce qu'ils viennent chercher en Europe. On le veut pour le Cameroun. Il y a sur la question de ceux qui estiment que cette manifestation a été un échec, le fait qu'il n'y a pas eu grand monde, qu'il n'y ait pas eu grand nombre, Calibro. Ben, je viens de vous dire que s'il n'y a pas eu grand monde, c'est parce que justement la Suisse a interdit la manifestation. Si la Suisse avait laissé... On ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu grand monde à partir du moment où il n'y a pas eu une manifestation légale autorisée. Elle a été interdite. Vous voyez, des personnes qui devaient faire le déplacement et apprennent que la manifestation est interdite. C'est justement aussi où il faut faire comprendre aux Camerounais qu'il n'y a pas des sans-papiers comme on veut faire croire. Il y a des responsables qui sont en diaspora. Comment un responsable va aller dans une manifestation interdite? Comment? Beaucoup de personnes ont estimé que bon voilà, la Suisse est interdite, ça ne servait à rien. Mais nous, de la brigade anti-Sardina, nous qui avons appelé à cette manifestation, nous avons maintenu, malgré l'interdiction. Je mets au défi quiconque au Cameroun peut me dire que le gouvernement dictatorial de M. Biya Bifondé-Barthélemy peut interdire une manifestation et que les gens vont manifester et qu'ils ne soient pas en prison aujourd'hui. La preuve en est, vous avez plus de 150 marchés qui se retrouvent en prison parce que la manifestation a été soi-disant interdite. Si tel était le cas en Suisse, je suis sûr que nous tous aujourd'hui, nous serions encore en prison. Mais la Suisse a montré. Et puis, il faut comprendre le message que la Suisse a fait passer au Cameroun. On peut interdire une manifestation et l'encadrer. Ce fut aussi le cas à Paris où, lors de la manifestation du soutien des Parisiens au peuple palestinien, la préfecture de police de Paris avait interdit la manifestation, mais néanmoins, elle a encadré ceux qui ont bravé cette interdiction. C'est ça la démocratie. Laisser les gens s'exprimer, même quand on n'est pas d'accord. Et ça, je crois que M. Biya doit s'en souvenir. On peut interdire une manifestation et l'encadrer. Et j'appelle même le MRC, j'appelle les partis politiques camerounais à organiser des manifestations au Cameroun. Parce que trop, c'est trop. Nous voulons savoir où sont nos 180 milliards. Eh bien, la réponse, moi, je vais vous la donner. Les 180 milliards qu'on a détournés pour la Covid, c'est avec ça que M. Biya se soigne en Suisse. C'est avec ça que M. Biya paye son hôtel à l'hôtel intercontinental. C'est avec ça que M. Biya Bifondé prend un avion pour aller se faire soigner en Suisse. Nous savons tous que Jadis le Cameroun avait son avion. Le président de la République du Cameroun avait son avion. Où est cet avion-là? Et c'est le contribuable qui craint. Non, ça ne peut plus se passer comme ça. Trop, c'est trop. Biya Bifondé va être traîné dans la boue, s'il veut être traîné dans la boue. Calibro, pas de mots grossiers dans cette émission ce matin, rassurez-vous. Nous sommes bien, on va dire, disposés à vous écouter, mais pas de mots grossiers pour qu'on puisse aller jusqu'au bout de cet échange sur Radio Equinox ce matin, puisque évidemment nous pouvons contester d'ailleurs dans le respect des règles, on va dire, de courtoisie avec ceux de qui on n'est pas d'accord. J'accueille dans ce studio Monsieur Charles Djikam du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun qui est déjà là parce que on attend également Patrick Rifoué du RDPC qui va lui aussi arriver dans un court instant pour suivre cette émission avec nous. Charles Djikam, bonjour. Bonjour à vos nombreux auditeurs
C'est avec un grand plaisir que je partage un premier plateau avec ce jeune compatriote à qui je dis également bonjour. Bonjour Calibri, à travers toi je dis bonjour à tous ceux des nôtres. Et je ne parle pas que de la basse, je parle de ces valeureux Camerounais qui portent haut le flambeau qu'on nous empêche de porter ici. Voilà. Bonjour monsieur Charles Dicam, bonjour grand frère. Alors, Charles Dicam, quel est votre regard sur ce qui s'est passé samedi dernier, cette manifestation samedi dernier en Suisse, à Genève, en Suisse? Mon regard est d'abord écoutez, si nous sommes encore en train d'en parler 3 ou 4 jours après, c'est que ce n'est pas un non-événement. Si vous avez une suite de sommités de ce gouvernement qui se sont fendus de communiquer les uns et les autres, le poète gouvernemental Famendongo, l'an premier je pense, suivi de Kavaye Yégué, Marcel Nyadjifendi, même des gens qui sont avares de parole, parce que je ne me souviens plus quand est-ce que j'ai entendu la voix de M. Nyat, même quand il prononce les discours d'ouverture de la chambre qu'il occupe, dont il occupe la destinée, enfin la direction. Donc ça veut quand même dire que, comment dirais-je, ce ne fut pas un non-événement, que ce qui s'y est fait, ce qui s'y est dit, moi j'aimerais plutôt m'arrêter au message. Comme je l'ai dit en d'autres lieux, je pense dans le groupe Equinox, sur votre plateau de télévision, il faut que ça interpelle les Camerounais en plusieurs directions. La première est que si nous nous exprimions ici de la même manière que nos compatriotes se sont exprimés là-bas, si nos droits constitutionnels universels étaient reconnus ici, je ne pense pas qu'ils éprouveraient le besoin de communiquer à nos lieux et places, marcher en nos lieux et places. Ils ne font qu'exprimer là-bas le ras-le-bol contenu ici qu'on nous empêche d'exprimer. Je voudrais également dire, et je l'ai déjà dit, la personne à laquelle il s'adressait, et que d'aucuns, à l'endroit desquels certains ou ces turiféraires demandent qu'on accorde du respect. Monsieur Biya, avec tout le respect dû à son âge et à son rang, n'est pas un dieu. Ce n'est pas une divinité. Et d'ailleurs, même les divinités, chacun choisit la sienne. Il y en a qui sont bouddhistes, il y en a qui sont... Alors tout le monde n'est pas obligé de le choisir comme divinité, si jamais il en est une pour quelques-uns. Monsieur Biya est un être humain, camerounais, qui préside aux destinées de notre pays pour ce mandat en cours, grâce à 71% de 3 millions de Camerounais, puisque nous allons certainement parler chiffres. Vous disiez, et certains disent qu'il y avait 5000 personnes attendues, bien que la manifestation ait été interdite. Et donc, s'il n'y en a eu qu'une centaine, ça veut dire que ça a été un échec. Mais la présidentielle était donc un échec. Il aurait été lamentablement élu, comme Gbagbo avait reconnu l'avoir été lors de son premier mandat, et unique d'ailleurs. Donc, relativisons. C'est une manifestation interdite mais encadrée, oui, effectivement, c'est un message. Pour avoir entendu mon prédécesseur en parole, c'est un message, ça veut dire que tout est possible du moment où on respecte les droits des uns et des autres. Non, ces Camerounais-là s'adressent en dehors de la maison à un père qui n'a jamais rassemblé sa maison. Je vis au Cameroun, je suis rentré, je pense, il y a une dizaine d'années maintenant, mais je ne suis jamais resté loin de mon pays. Je sais une chose, c'est que je n'ai aucune image, à part les 1 ou 2 fois où, contraint ou forcé ou par calcul politique, il a reçu M. Fondi, qui ne représente pas à lui seul l'opposition camerounaise. Quand est-ce que M. Biya, et pourtant des défis, nous en avons traversé, nous en traversons encore, au premier rang desquels la crise du Nozo, quand est-ce qu'il s'est entouré de ses compatriotes pour qu'ensemble ils voient quelles sont les voies et moyens pour mettre à mal les défis qui contrariaient l'avenir du Cameroun? Non, il ne l'a jamais fait. Bon, je ne parle même pas du patron des patrons, donc de l'économie, etc. Non, je ne sais pas qui M. Biya dirige à part son gouvernement. Parce que si ce sont les Camerounais, je trouve qu'il a très peu de considération pour eux.
La seule image de bain de foule que je garde de lui, c'est quand il est arrivé, adulé parce que nous sortions d'un système où c'était le parti unique, alors on s'est dit voilà, et il a appelé ça le renouveau, mais 40 ans après, qu'est-ce qu'il en est? Rien du tout. Il a fait le tour de 10 provinces où partout tout le monde lui a donné une onction, et le désamour aujourd'hui, ça, parce que c'est du désamour, est à la hauteur de la considération et de l'espoir que les Camerounais avaient en lui, espoir déçu. Alors il y a un débat qui est désormais ouvert sur ce qui s'est passé samedi dernier à Genève, sur ces manifestations de Genève. Qui sont ces Camerounais devenus violents, devenus, on va dire, des défenseurs de la démocratie, des droits de l'homme, avec autant de véhémence? Qui sont-ils? C'est quoi leur profil? Je pense déjà qu'il ne faut pas stigmatiser. Si d'aucuns gardent les images de l'ambassade du Cameroun, je répète, c'est du désamour. Oui. Et pour ceux qui comprennent la langue française, ça veut dire qu'on a aimé avant. Voilà. Et c'est à la hauteur de l'amour qu'on avait pour la personne qu'on la rejette. C'est avec cette même vigueur qu'on l'a aimé, qu'on finit par la rejeter. Monsieur Biya ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. Et voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ces Camerounais-là, ce sont des Camerounais qui représentent tout à fait le Cameroun en interne. Et on y trouve de tout. Mais hier encore, justement, sur Equinox, je suivais un monsieur qui se dit de profession journaliste et qui avait tout sauf l'équilibre que doit avoir un journaliste quand il s'exprime à ce titre. C'était très manifestement un partisan du régime qui a utilisé des propos à l'endroit de ses compatriotes. Mais c'est la caractéristique du régime Biya, la suffisance. Ces Camerounais-là, est-ce que ces mêmes qui les qualifient de tous les noms d'oiseaux peuvent nous dire ce que représente ce qu'ils envoient au Cameroun à leur famille ici? Mais n'eût été ces Camerounais, est-ce qu'il n'y aurait pas déjà eu explosion sociale ici, dans ce pays? Pour combien contribue-t-il au Cameroun ici dans le budget de ce pays, à travers tout ce que vous connaissez, Western Union et compagnie? Combien? Sans parler de ce qu'ils ont construit pendant que l'État ne construit rien. Non, un peu, je dirais, il faut par moment faire preuve d'un peu d'humilité. Mais ça, ce sont des mots que ce régime n'entend pas, ça ne rentre pas dans son logiciel. Bon, je vais revenir sur la question de Eric Fopoussi sur qui sont vraiment ces Camerounais, parce que lorsqu'on fait des lectures, on se rend compte que par exemple le général Wanto, il fait partie de ces étudiants qui en 1990 avaient été interdits encore de continuer les études dans les universités du Cameroun. Il y a plusieurs profils comme ça qu'on a essayé d'exposer, que ce soit même sur les réseaux sociaux et même dans les différentes lectures que nous avons fait. Est-ce qu'on peut expliquer cela comme une situation historique non résolue? Oui, justement, parce que l'histoire a ceci que, premièrement, elle n'est pas linéaire, mais on peut trouver des similitudes. La manifestation des étudiants camerounais commence par le syndicat des étudiants dans les années 58, était mené par Joseph Sack, d'ici à Cameroun à l'époque. Ça a continué avec les Mongo-Betty, justement après la promulgation de cette loi de 1968. Joseph Sack du Collège des Nations, pour ceux Oui, tout à fait, Collège des Nations, on avait les Safil et tout ça, Collège des Nations. C'était lui qui a créé le syndicat d'étudiants africains dans les années 50, un peu avant l'arrivée de Paul Biya en France. Et d'ailleurs, c'est eux qui ont créé l'UNEC, ça s'appelait l'UNEC, avec C d'abord, et en 58, ils ont mis K. Et la Fédération des étudiants d'Afrique noire de France, donc avec les Senghor et Aimé Césaire et tout ça. Donc c'est comme ça, d'abord pour la décolonisation. Et je me rappelle, justement, c'était Joseph Sack et Aimé Césaire, ils aimaient ce mot. Nous parlons de décolonisation, mais il y aura un mot qui va nous déranger plus tard, le décolonialisme. Bon, c'est vrai, ça a été noyé avec les revendications et tout, mais pour le cas du Cameroun précisément, c'est en 1968, lorsque cette loi est votée, le groupe de l'UNEC des étudiants qui était dirigé à l'époque, elle va se l'appeler de la nationalité. Oui, tout à fait. Avec Moukoko Priso, à son âme, son vice-président était
Jean-Jacques Kindi qui est là, le secrétaire général Bakang Batondje, il est encore vivant. Et bon, les Makiti sont morts, il y en a qui sont encore vivants. Ils étaient membres de la commission consultative de délivrance de bourses. Ils avaient eu une séance de travail avec le secrétaire général de l'éducation, le ministère de l'éducation à l'époque, en 1967, qui s'appelait Paul Biya. Ils étaient élevés contre la manière avec laquelle le président de la commission de délivrance de bourses, Paul Biya, le secrétaire général du ministère de l'Éducation, avait attribué des bourses aux religieuses qui avaient le BPC et refusé la bourse à certains Camerounais qui avaient le baccalauréat et qui n'avaient pas le moyen. Ils s'étaient insurgés et c'était d'ailleurs repéré auprès de certains membres du gouvernement à l'époque. Donc, le lendemain, Paul Biya est nommé et rappelé à la présidence de la République. Il n'est plus là, la loi passe. Et commence des manifestations, justement, en les disant, parce que pour la plupart d'entre eux, ils étaient en fin de séjour universitaire, de parcours universitaire, il fallait rentrer. On a donc bloqué. On a bloqué ce processus-là au point où même 2 ans après, Jean-Jacques Kindi se trouve même arrêté à Yaoundé pour des choses et d'autres. Donc, en fait, ça ne commence pas d'aujourd'hui. Mais à chaque fois également, on cherchait, j'allais dire, de donner une étiquette. D'abord, vous avez pour l'expérience de Joseph Sack, c'est lui qui mène le groupe des étudiants qui fait la première enquête sur la mort de Oumyova en 59 et constate que Maïma Matip a joué un mauvais rôle là-dedans. Cette enquête, les extraits de cette enquête sont contenus dans le livre d'Achille Mbembe, Problème national camerounais, paru chez l'Harmattan. Je pense qu'il y en a une. Bon. La même chose se passe donc, se produit en des années 70 lorsque Abel Eyinga se présente également candidat à l'élection présidentielle. Il n'est pas là, il est d'ailleurs condamné, c'est tout ça, condamné à mort, c'est un nombre de choses. Donc en fait, et chaque fois on dit, les UP6 veulent. Et à l'époque c'était, bon, les Bassa et les Bamileke veulent. Quand il s'est avéré que quelqu'un a sorti la tête, par exemple, Abel Eyinga et Mongo Betty notamment, dedans, bon, ça s'est tassé. Ce n'était plus une orientation des Bassa et des Bamileke, on a tassé un peu, mais sauf que c'est noyé comment? Parce que Ahidjo dissout le multipartisme en 66. En 66, il reste avec un parti unifié. Il lance donc un slogan que la construction de l'unité nationale. Vous voyez, beaucoup de Camerounais sont sollicités dans des temps, mais comme ils savent que les Camerounais aiment leur pays, il faut bloquer. On les engouffre donc dans cette dynamique de l'unité nationale. L'unité nationale. Mais quel est le contenu de l'unité nationale? Les gens comme Bébé Yidi, qui était député, pour dire, a d'ailleurs fait la prison pour ça, du Parti des travailleurs. Il en a, et quelques temps après, il a été assassiné. Hein. Ne disons pas le mot parce que Dr Bébé Yidi, il a reçu comme ça, autour de 18 heures, un patient qui était venu se faire consulter dans son hôpital, dans sa clinique. Le patient est bon, il a commis la maladresse de faire partir ses secrétaires et tout en disant non, on connaît. Bon, quelque temps, 4 heures, 5 heures, le bébé il ne sort pas, on peut le trouver mort. Bon, d'accord. Donc, il y a donc, ça commence, ça continue comme ça. Et même lorsque Mongo Betty publie son livre, même bas sur le Cameroun, les mêmes étudiants se soulèvent. Donc chaque fois que ce soit la condamnation de Abel Eyinga, la publication du livre même bas sur le Cameroun, et il voulait même rapatrier Mongo Betty au Cameroun, c'est la levée de boucliers des étudiants et de beaucoup de nos compatriotes en Hexagone qui ont empêché cela. C'est Pompidou était décidé de le faire. Donc en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est la continuité d'une exaspération qui, j'allais dire, qui traduit le non-règlement du néocolonialisme qui existe. Donc, on parle de la du décolonialisme, la mentalité que nous développons aujourd'hui est justement la mentalité des Moumniers, des Douala Mangabel et autres, mais précisément qu'on a voulu mettre sous le boisseau pour faire émerger la mentalité de ceux qui perpétuent le comptoir colonial. Et ça, les Camerounais n'ont jamais validé cela. N'ont jamais validé ça. Donc, et vous voyez quel est même le comportement
des étudiants boursiers au Sénégal, en Égypte, au Maroc, en Algérie. Voyez donc, et vous allez vous rendre compte que la peur de cela fait en sorte que le renouveau, qui a peur des Camerounais qui émergent à l'étranger, il n'y en a plus pratiquement qui émergent aujourd'hui, même les Vera Songwe. C'est parce qu'elle se bat là-bas, elle-même, elle essaie d'émerger, que lorsqu'elle est arrivée, elle rend quand même visite à son président. Donc il y a des choses comme ça. Les Eric Tindji, les Célestin Monga, mais je pense que le dernier, en date, ça doit être Monet Kosso, qui avait eu, je l'ai dit, le soutien véritablement. Donc là, on a peur des étudiants qui émergent à l'étranger. Donc je leur demande de tenir bon, parce qu'on ne peut pas, dans un environnement pareil, moi je parle même de la guerre de nos hommes, mais ce code de nationalité sert encore à quoi? Cette loi de 68, il sert encore à quoi aujourd'hui? Étant entendu que, regardez comment ça se passe. Titi se voit en prison avec Thierry Atangana. Mais à un moment donné, Thierry Atangana c'est un Français. Il venait investir ici. Et on ne peut pas, il part. Yen et Youm. Donc qu'est-ce qui se passe? Et maintenant, c'est le Camerounais, même avec la Hervé Nkomo, on lui dit double nationalité. Bon, peut-être parce qu'en fait, on veut avoir des gens qu'on doit encarter. Mais le Camerounais n'a jamais accepté d'être encarté. D'accord. Donc voilà ce que je pense. Il faut tenir bon, c'est la résistance. Il faut aller, comme disaient les Moumiers, le combat continue. Alors, Calibri Calibro, est-ce que cette définition de vos profils, à vous qui êtes dans ce combat que vous dites mener, vous correspond? Elle correspond très bien. Nous continuons juste à mener le même combat qu'a mené les Oumniobe et les autres qui ont été cités sur le plateau. Moi, je veux vous dire une chose. Nous n'avons pas des Camerounais, nous n'avons pas des dirigeants camerounais au Cameroun. Nous avons des colons. Et ça, il faut le retenir. Un colon est parti, il a laissé un autre colon qui ne pense pas à cette unité nationale dont parlait Bambon, qui ne pense pas au Cameroun, mais qui pense plus à la France, à la Suisse qu'au Cameroun. Monsieur Biya est l'incarnation du colon en personne. Les ministres camerounais, tous des colons. La preuve en est que tous ont double nationalité. Tous ne sont pas camerounais. Ils disent que Calibro n'est pas camerounais, mais jusqu'à preuve du concret, eux, ils sont même plus camerounais. Si on veut encore, si on se base sur le code de la nationalité camerounaise, ils ne sont plus camerounais. Vous me demandez tout à l'heure de respecter le soi-disant chef de l'État du Cameroun. Comment peut-on respecter un papa qui ne fait pas? Est-ce que vous pouvez respecter un violeur? Est-ce que vous pouvez respecter un assassin? Non, vous ne pouvez pas respecter un assassin. Et c'est justement ce que M. Biya Bivanda fait aujourd'hui au Cameroun. Vous avez vu ces soldats camerounais qui ont été décapités au nord, au nord-ouest? Vous voyez ces enfants qui sont brûlés au nord-ouest? Est-ce que M. Biya Bivanda, s'il était vérifié, se serait-tu face à ces massacres qui sont perpétués au nord-ouest? Un autre président. Je suis dans un pays en France où si un enfant avait été brûlé, avait été décapité dans une région française, le président Emmanuel Macron aurait fait un discours pour parler à ses concitoyens. Est-ce que M. Biya Bivanda a déjà fait un discours pour s'agresser à nos frères anglophones? Non, jamais, il ne l'a pas fait. Et vous me demandez de respecter ce monsieur qui ne se respecte pas. Non, mais je vous demande juste de ne pas être. Je vous demande de juste ne pas être grossier, c'est tout. C'est le peu de choses que je vous demande, Calibri Calibro. Alors, mais je voudrais qu'on avance sur ce débat. Est-ce que le fait que, parce qu'on a vu que votre mouvement a été plusieurs fois confronté à la justice, et que est-ce que le fait qu'on vous condamne, comme on l'a fait en Suisse et comme on l'a fait peu avant en France, à une amende, est-ce que ça ne va pas évidemment ralentir votre ardeur? Mais vous trompez, c'est pas une condamnation pécuniaire, c'est même pas une condamnation ferme qui va ralentir le mouvement. Les Camerounais sont aujourd'hui épris de liberté, de démocratie. Et il n'y a rien qui peut nous arrêter. La preuve en est que j'ai été condamné, à peine libéré, à peine sorti de garde à vue, je me suis retrouvé devant les policiers suisses, risquant encore une autre condamnation. Ce n'est pas une condamnation qui va nous arrêter. Mais sachez que la diaspora camerounaise aujourd'hui est un train qui est lancé à 370 km/h et qui n'est pas prêt à s'arrêter.
Si Calibri tombe aujourd'hui, il y a plusieurs Calibri à la brigade anti-Sardina. Les Camerounais de la diaspora, aujourd'hui, veulent un changement radical au Cameroun et rien ne pourra nous arrêter. La preuve en est que nous allons repartir en Suisse. La preuve en est... Mais si M. Biya aujourd'hui pense qu'il est un président de la République, mais qui se met en mondovision et qui nous disent voilà, je suis à tête et nous allons débarquer presto illico. Je peux vous assurer que la prison aujourd'hui ne nous fait plus peur. Nous voulons voir le Cameroun changer. Le Cameroun qui a rêvé au Mnyobé et ses frères. Nous voulons voir le Cameroun de Douala Mangabé, de Charles Tangana. Nous voulons un Cameroun libre et prospère. Voilà ce que nous voulons. Nous voulons que... Écoutez, ne regardez pas. Et c'est une grosse erreur de regarder le nombre des manifestants. C'est le message qu'on doit s'attarder sur le message, sur nos revendications. C'est le plus important. Ce n'est pas le nombre. Nous avons fait montre d'une détermination sans pareil et sans faille. C'est ça qu'il faut retenir. Le message. Nous voulons la paix au Nozo. Nous voulons une véritable démocratie au Cameroun. C'est ce que nous voulons. Alors, nous voulons la libération de ces prisonniers politiques qui sont en prison. Que fait Bibou Nissak en prison pour avoir eu l'intention de marcher? Nous sommes où là? Mais le Cameroun a régressé, mais de très loin. Et je vais vous dire une chose, ce n'est pas M. Biya Bimvanda qui apporte la démocratie au Cameroun, elle lui a été imposée. Mais nous aujourd'hui, nous les Camerounais, nous allons instaurer un véritable État démocratique au Cameroun. Et la diaspora a son rôle à jouer. Nous sommes des Camerounais. Et ils ne sont pas plus Camerounais que nous. Nous, au moins, nous sommes soucieux. Aujourd'hui, on se moque de la diaspora, on dit que nous sommes des sans-papiers, nous sommes des voyous. Mais je veux vous dire une chose, c'est la diaspora camerounaise qui maintient encore ce pays sur perfusion. Si les Camerounais aujourd'hui vivent, c'est parce que la diaspora fait énormément pour ce Cameroun. Plus que ces ministres kleptomanes qui sont là. Non, la diaspora camerounaise travaille pour le peuple camerounais. Je peux vous dire que nos sœurs, nos frères qui sont en diaspora sont des esclaves du Cameroun. Et nous voulons que ça s'arrête. Eux aussi, ils ont droit à une vie. Sachez-le, la diaspora, elle ne vit pas. Que ce soit les ingénieurs, que ce soit les médecins, ils ne vivent pas. Parce que la plupart de leurs revenus sont au Cameroun. Ils sont soucieux du Cameroun. Ils aiment, ils adorent le Cameroun. Qu'ils aient pris la nationalité française, américaine ou pas, le Cameroun est dans leur cœur. Et je peux vous dire qu'aucune loi ne peut enlever cela dans leur cœur. Nous aimons le Cameroun. Le Cameroun est corps avec nous. D'accord. Et on ne pourra jamais nous l'enlever. Nous accueillons dans ce studio Dr Patrick Rifoué du RDPC. Bonjour, Monsieur Rifoué. Bonjour Eric Foupossi, bonjour aux auditeurs de ce programme. Je constate que vous avez invité M. Calibro, avec qui je ne peux pas discuter. Je pensais que j'aurais à discuter avec des Camerounais. Ce monsieur n'est pas Camerounais. Et son comportement outrancier et insultant, d'ailleurs, les auditeurs ont noté qu'il est absolument et de manière systématique dans l'insulte à l'endroit du chef de l'État. Moi, je ne peux pas discuter avec un énergumène comme celui-là, pour le dire simplement. Donc, je vais devoir suspendre ma participation à ce programme. D'accord, c'est évidemment, on vous a invité dans le souci de la multi, on va dire, coloration d'un plateau comme celui-ci et dans un système démocratique. Merci beaucoup. On va évidemment, madame, monsieur, poursuivre cette émission avec ceux qui ont accepté en tout cas de parler dans cette émission ce matin. Charles Dikam, quand on voit ce que Obengan a déroulé en termes de processus de cette diaspora, de ces Camerounais qui ont longtemps réclamé des choses, et qu'on voit ce qui est dit aujourd'hui sur leur compte, est-ce qu'il n'y a pas matière à regretter que nous soyons si mal, on va dire, cultivés sur ces questions-là? Écoutez, je suis, on ne peut plus outré, mais je veux dire, la réaction à laquelle nous venons d'assister tout de suite est une réaction
épidermique, va-t-en-guerre, et on peut voir à quel courant de pensée, s'il y en a plusieurs au sein du RDPC, appartient le monsieur qui vient de nous quitter. Je préférais ne pas continuer puisqu'il n'est pas là. Il n'est plus là, mais de la même manière qu'ils ne discutent pas avec les Ambazoniens, parce qu'ils ne sont pas camerounais. Ils ne discutent pas avec Calibri, parce qu'ils ne seraient pas camerounais. Donc, ils discutent entre eux. C'est un résumé parfait de ce que fut ce qu'ils ont appelé le grand dialogue. Que les auditeurs nous comprennent bien. Voilà ce qu'était le grand dialogue, une discussion vous entre n'avez pas tiré sur l'ambulance. Quelle ambulance? Je veux dire que il a fait ce qu'il a fait. Oui, voilà. oui, non, bon, mais maintenant, voilà, oui, tout le monde a bien compris. Oui, oui. Non, il faut donc... D'autant, non, mais il faut mettre des termes. Il faut préciser. Nommer ce qui Il faut préciser également aux auditeurs qu'avant qu'on ne prenne part à un programme, nous en avons le thème et les participants. Voilà. De la même manière que moi, je savais que notre jeune compatriote ferait partie de ce panel, lui aussi le savait. C'est un effet d'annonce. Donc, bon, ça va, si ça a été théâtral, vous ne voyez pas, mais vous l'avez entendu. Donc, on va passer dessus, parce qu'en finalement, c'est d'abord, il arrive en retard. Oui, il ne s'est même pas excusé. Bon, c'est pas grave, on va passer dessus. Alors, bon, vous souhaitez réagir sur cet incident plateau, allez-y. Non. Non, nous sommes en démocratie. Il trouve que il n'est pas là, il va assumer. Non, je n'ai rien à dire, mais je constate seulement, effectivement, que ça participe de la volonté de ne pas vouloir dialoguer. Le président de la République n'a jamais rencontré les dirigeants des patrons camerounais, et au moins ne sont pas des opposants. Donc, je vous le disais tout à l'heure, regardez le sort qui a été réservé à Joseph Sack. C'est Joseph Sack, le premier expert comptable du Cameroun francophone. C'est lui pratiquement qui a mis en place pour le plan comptable au CAM. Peut-être qu'on ne sait plus, les tests de l'UDA depuis 1963, la naissance de l'UDA, de l'OUA. Cadre de la BEAC. Voilà, mais c'est lui qui fait tout. Mais vous savez ce qui lui est arrivé en 1974 ? On le nomme chef d'agence de la BEAC à Douala. Vous voyez un peu. Donc, en fait, ce régime est comme ça. C'est-à-dire, c'est lui qui porte le projet. Joseph Sack, premier expert comptable du Cameroun francophone. Il met en place des textes et tout. Parce qu'à l'époque, la capitale était encore, bon, entre guillemets, n'était pas la Brazzaville, parce que la France avait ça comme mémoire. C'est la place, la ville en France, c'est des symboles. Joseph Sack vient, on crée, on pensait qu'il allait au moins, puisque le Gabon avait pris le tête du truc, qu'il devait même être vice-gouverneur, mais même pas directeur de la BEAC nationale, chef d'agence. Précisément parce que dans le cerveau de Adidjo, et ce qui a transmis au président Biya, c'est ça, c'est que le gars là nous a tenu tête. Il ne faut pas qu'il. Et là, ça a suivi, parce que c'est son fils d'ailleurs, qui était l'un des premiers à avoir fait la télévision au Cameroun. On garde une seconde. Donc, en fait, on va y revenir dans un court instant. On marque une courte pause. Madame, monsieur, restez avec nous. On revient avec Calibro dans un court instant. On continue cette émission avec notre invité en studio, nos invités au téléphone, Calibro, et puis en studio avec nous, Charles Dikam du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Voilà, et donc on évoquait cet incident plateau, on vient vous expliquer justement un tel comportement qui, participe d'une exclusion dans un pays qui a tant besoin d'inclusion pour se parler à elle-même, pour se parler à lui-même, et une république qui devra, on va dire, rassembler tous ses enfants, même ceux les plus, véhéments. Absolument, oui. Ça vient de l'entrepreneur en chef. Je ne sais pas si M. Siaka il est encore vivant. C'est André Fotso qui est décédé. M. Siaka est encore vivant. Olivier Billet est encore vivant. Qui était au JICAM. Aujourd'hui, c'est Saint-Awamba. Il y a eu les Onobiono, qu'on a d'ailleurs, on n'a pas reçu au palais, alors qu'il était venu avec Jesse Jackson. Là, je vous le dis, il a fallu que Jesse Jackson crée un incident pour qu'on admette qu'Onobiono vienne saluer le président de la République, alors que c'est lui qui a invité Jesse Jackson. Donc vous voyez, c'est un peu ça. Et je voudrais donc comprendre si Dangote a pris la nationalité camerounaise.
Donc, voilà la situation. On discute avec Dangote, on discute avec Jesse Jackson, on discute avec les... Mais on ne discute pas avec les Camerounais, et ce n'est pas le langage de Calibro qui, j'allais dire, la situation est si prête, mais c'est comme ça. Ce régime ne veut pas dialoguer. On ne veut pas dialoguer. Hier encore, c'est lui, le Premier ministre Paul Biya, en 1979, qui allait dialoguer avec les anglophones lorsqu'il voulait lancer le mouvement sécessionniste. Aujourd'hui devenu président de la République, il ne trouve plus nécessaire de dialoguer avec eux parce qu'ils ont une république virtuelle que tout le monde condamne. Tout le monde condamne la sécession du Cameroun, tout le monde condamne la partition du Cameroun, mais discute comme vous l'avez fait en 1979. Non, en fait, c'est comme aime dire le combattant Bouamassok, la discussion, le débat n'est pas dans leur ADN. Bien qu'il avait dit lui-même, débattons, ne combattons pas, débattons. Mais lui ne débat pas. Calibro? Oui. Justement, on va évidemment terminer cet échange avec vous ce matin. Vous avez un dernier mot? Oui, j'ai 2 derniers mots en fait. Oui. En ce qui concerne ma nationalité, je crois que le patronyme ne fait pas la nationalité de quelqu'un. Je suis Camerounais avec filiation. Que ma maman ait épousé un Italien, un Sénégalais ou un Malien, elle n'a pas été pour autant déchue de sa nationalité. Elle a conservé sa nationalité. Donc, en tant que son fils, avec cette filiation-là, je garde ma nationalité. Et à ce que je sais, pour le moment, je n'ai pas encore pris une autre nationalité. Bon, je suis Camerounais au même titre et au même degré que ce monsieur Rifou qui est parti. Et ceci démontre encore l'exclusion qu'on veut faire au Cameroun, comme on exclut la diaspora. Je vais vous dire une dernière chose. Un dialogue se fait entre ennemis pour avoir la paix. On ne dialogue pas avec ses amis pour avoir la paix. Quand on parle de paix, c'est qu'il y a des accords. On dialogue avec ses ennemis pour avoir la paix. Et si M. Biya est un patriarche, si M. Biya est un père de famille, un patriarche ne laisse jamais sa maison se brûler. Un patriarche rassemble ses enfants. Un patriarche prend sur lui. Un patriarche n'est pas un va-t-en-guerre. Monsieur Foupossi, oui. Ce que je dis, c'est ce que des milliers, des millions de Camerounais disent. Est-ce que les Camerounais mangent à leur faim? Est-ce que les Camerounais sont capables de se soigner? Est-ce que l'unité nationale qu'on chante tant au Cameroun est une réalité? Oui, c'est vrai que les Camerounais s'aiment, mais le gouvernement dictatorial, et c'est la dictature qui est au Cameroun. Les mots ont un sens. Je le dis parce que nous sommes en dictature. Il y a des choses que vous ne pouvez même pas dire, vous ne pouvez pas dénoncer, parce que demain matin, vous auriez la police, même pas demain matin, avant de finir votre émission, vous auriez la police devant vous. Ce qu'on vit aujourd'hui au Cameroun n'est pas différent de ce qu'Aïdjo faisait vivre aux Camerounais. Il faut que le Cameroun change. Il faut une volonté politique. Et il faut un dialogue. Depuis quand est-ce que M. Biya a déjà rencontré M. Célestin Tawamba, qui est le patron des patrons camerounais? Ailleurs, ça se fait. Depuis quand M. Biya a rencontré les opposants politiques? Je vous rappelle qu'un président, un véritable président de la République, ça dialogue avec ses opposants. Ça consulte, ça écoute. Voilà le rôle d'un président. Ce n'est pas seulement donner les ordres. Un président, un pays n'est pas dirigé sur haute instruction. Non, non. Nous sommes au 21e siècle. Nous ne sommes plus en 1960 ou en 90. Les mentalités, les mœurs sont changées. Pas pour le RDPC, pas pour M. Bivandor. Non, nous devons changer ces mentalités-là. On veut un président au Cameroun qui écoute, qui dialogue, qui est à l'écoute de son peuple, de ses opposants, de ses hommes d'affaires. Le Cameroun est en train de brûler. Le Cameroun est en train de sombrer dans l'abîme. Et on va se taire parce qu'on ne va pas dénoncer, parce qu'on ne va pas mettre le mot qu'il faut. Nous sommes en dictature. Et M. Biya est le pire dictateur de cette planète. Ce n'est pas moi qui le dis, je ne suis pas la seule personne à le dire. Si M. Biya respectait les Camerounais, je ne crois pas qu'on en serait là. Si M. Biya dialoguait, je ne crois pas qu'on en serait là. Nous voulons une véritable démocratie au Cameroun. Et nous allons l'obtenir. Les Camerounais, même de l'intérieur, finiront par se rebeller, par se révolter. Et je dis aux Camerounais, seule la lutte libère. On n'obtient rien en restant silencieux. Qui ne dit rien consent. Et nous allons repartir en Suisse, faire comprendre aux Suisses
qui sont complices de cette dictature. Une seule nuit à l'hôtel intercontinental achète combien d'appareils respiratoires dans nos hôpitaux? Nous avons un manque criard d'appareils. Combien de Camerounais peuvent faire un scanner? Monsieur Eric Fopossi, est-ce que vous savez que si je tombe là, je tombe ici, la toute première des choses qu'on va me faire, c'est un scanner, gratuitement? J'ai dit la toute première consultation avant qu'un médecin fasse quoi que ce soit, ce sera un scanner. Quand j'arrive à l'hôpital ici, on ne me demande pas qui va payer. On s'occupe d'abord de moi, avant de savoir qui va payer. Les urgences sont faits pour ça. Et c'est ce que nous voulons au Cameroun. Je vous dis que la diaspora camerounaise, toute la diaspora camerounaise, adore le Cameroun. Si nous sommes où nous sommes aujourd'hui, c'est la faute à M. Biya. Et je peux vous rassurer que nous allons encore nous radicaliser de plus en plus si ce gouvernement continue à rester autiste. Vous ne pouvez pas avoir un deuxième que vous avez décrété à l'élection présidentielle et vous êtes incapable de dialoguer, de l'écouter. Nous voulons la libération de Sissoko Ayotabé. Que fait Sébastien Ebala en prison? Non, le Cameroun doit changer. Et nous allons changer le Cameroun. J'invite les Camerounais à prendre ce vent de liberté, ce vent qu'a soufflé Oumniobé, ce vent qu'a soufflé Agnès Ouandé, ce vent qu'a soufflé Douala Mangabel. Je m'en foutrais demain si un Bamoun est président de la République et que tous ces ministres sont Bamoun. Ce qui va m'intéresser, c'est est-ce que nous vivons bien parce que les ministres sont Bamoun? Est-ce que nous avons de l'eau? Est-ce que nous avons de l'électricité? Est-ce que nous avons soigné dans nos hôpitaux? L'ethnie ne doit pas être importante. Une nation ne se définit pas par l'ethnicité, non. Une nation se définit par une bonne cohésion sociale. Et c'est ce que nous voulons au Cameroun. Les hommes qu'il faut, à la place qu'il faut. Fut-il même de la même ethnie, on s'en foutra à partir du moment où le Camerounais s'en sort, où il vit décemment. Et c'est ce que les Camerounais doivent intégrer. D'accord. Merci. Merci pour cette émission. Je vous souhaite une très bonne journée et encore une bonne fête de mouton à tous mes compatriotes camerounais et aux musulmans du monde entier. D'accord. Retour dans ce studio avec Charles Djikam du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Alors, Charles, ce qui est intéressant, c'est que ce matin, on découvre ces personnes que l'on qualifie d'activistes de Brigade Sardina sur cette antenne et on se rend compte que ce qu'elles revendiquent, c'est des choses qui pourraient amener un pays comme le Cameroun à faire un saut qualitatif en termes de soins de santé, en termes d'infrastructures routières et de services sociaux de base. Je veux dire, je l'ai dit, je pense, à l'entame de mon propos, les Camerounais de l'étranger, la diaspora, pour faire simple, n'a rien inventé. Ils sont simplement nos porte-voix. Ils font là-bas ce que nous ne pouvons pas faire ici. Je disais, si nous sommes encore 4 jours après, les uns et les autres, à commenter cette actualité-là, c'est que déjà, je pense, je me substitue à eux une seconde, le but est atteint. Et qui, à travers la planète, connaît le Cameroun et ne sait pas ce qui s'y est passé ces derniers jours? Personne. Donc, même M. Biya, dont l'ADN, de par ses origines, parce qu'il faut dire les choses, c'est qu'on se connaît tous ici. Comme disaient les voyants, on se connaît en détail. L'humilité n'est pas, comment dirais-je, sa première vertu. Et la fierté démesurée et déplacée est plutôt sa caractéristique première, parce qu'il continue de faire le dos rond. Je n'oublierai jamais les propos qu'il avait tenus ici à un moment qui était des plus chauds dans notre pays. Me voici donc à Douala, le défi est permanent chez lui. Le problème, c'est qu'aujourd'hui il n'a plus les moyens de ces défis. Il n'a plus les moyens de ces défis. Notre pays est à genoux. Je préférais qu'on se demande, qu'on s'interroge sur qu'est-ce qui marche, parce que sinon pour moi rien ne marche. Si on arrive à lister et arriver à 5 choses qui marchent dans ce pays et que les Camerounais ont constaté eux-mêmes dans leur quotidien, alors je dis chapeau à celui-là, parce que il aura un don de vision que personne d'autre n'a. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit de faire comprendre à une toute petite frange de nos compatriotes
que le Cameroun n'est pas leur propriété. Et qu'il n'y a de brevet de patriotisme nulle part. Il ne sera certainement pas délivré par eux. À nos compatriotes qui nous écoutent ce matin, je voudrais dire qu'ils ne soient pas étonnés. Il s'agit là d'un régime non pas de 40 ans, mais de 60 ans au moins, pour ne pas remonter plus haut, qui veut se succéder une fois de plus à lui-même, qui voit partir ce dans quoi ils sont nés, ont grandi, ont vécu et sont en train de mourir. Ils veulent transmettre cela à leurs enfants, les acquis sur le dos de la population camerounaise. On a parlé, pourtant c'est pas trop dans mon orthographe, néocolonialisme, etc. Mais malheureusement, c'est exactement la situation dans laquelle nous nous trouvons. Les colons sont partis, ils ont laissé des suppôts, et M. Biya en est un pur produit. Ce que je lui reproche essentiellement, c'est son ingratitude. Parce que s'il y a des Camerounais à qui le Cameroun a tout donné, il en fait partie. Sous d'autres cieux, ça s'appelle une pupille de la nation. Ce monsieur est né d'une famille, comme on dit, pays très endetté, très pauvre là. Sa famille a toujours été très pauvre, sans dette, mais très pauvre. Il a quand même réussi à se retrouver à la cité universitaire d'Antony. C'est pas avec les sous de catéchiste de son père. C'est l'État du Cameroun. À la cité universitaire d'Antony? Tout à fait. Oui. Tout à fait. C'est où ça? Revenu au Cameroun, mais c'est dans la banlieue parisienne. Oui. C'est quoi en fait cette cité? C'est une cité universitaire qui est restée célèbre parce que les 3/4 des opposants et des Camerounais y vivaient. C'est là où, à cette époque-là, les 3/4 des Camerounais boursiers étaient installés. Parce que qui dit boursier disait donc logé, nourri, etc. Moi-même qui vous parle, qui est une trentaine d'années de moins que lui, j'ai été boursier depuis ma 6e, sans jamais avoir demandé la bourse. Bon, j'avais peut-être le tort d'être brillant, mais j'ai été boursier sans demander de bourse. Chaque trimestre, je passais à l'économie au collège Iberman pour récupérer ma bourse, que mes parents ne me demandaient pas, ils ne savaient même pas ce que j'en faisais. Aujourd'hui, vous avez l'image triste de Camerounais dormant devant les ambassades, pendant que l'ambassadeur est à l'intérieur de sa résidence dans le climatiseur. Ses compatriotes dorment sur le trottoir parce qu'ils n'ont pas reçu leur bourse depuis de nombreux mois et que leurs bailleurs les ont chassés de leur logement. C'est ça. Et pendant ce temps-là, vous voulez qu'on supporte l'idée de voir M. Biya avec notre argent à l'intercontinental? Pourquoi? Pourquoi lui et pourquoi pas les autres? Et pourquoi lui et ses amis et pourquoi pas les autres? Non. Et je me réjouis d'une chose, parce que ça a toujours été ainsi. Et depuis l'époque, comme Bombok rappelait tout à l'heure, jusqu'à aujourd'hui, à un moment donné, quand ils n'ont plus de solution au problème des Camerounais, ils essaient d'exacerber le tribalisme. Mais, chers auditeurs, j'ai eu coutume de dire que ce n'est pas le MRC qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. J'ai adhéré au MRC étant déjà un homme accompli. Je veux aussi dire une chose qui doit être bien claire, bien claire. J'assume mes origines à 300%. Et je voudrais rappeler à tous ceux qui parlent aujourd'hui que si nous en sommes même là, au tiers de l'étape, parce que les 2 tiers restent encore à faire, mais est-ce qu'ils savent un seul instant ce que ceux-là qu'ils stigmatisent aujourd'hui ont payé comme prix pour que le Cameroun soit ce qu'il est aujourd'hui? Est-ce qu'ils connaissent le nombre de villages rasés? On parlait de colonisation tout à l'heure, mais le premier ennemi du colon au Cameroun, ça a été le Bamileke. C'était son premier danger, c'était son premier adversaire. Est-ce qu'ils savent, le peuple Bassa, quand j'entends certains aujourd'hui qui n'a rien, nous encore on a développé nos routes nous-mêmes, on a construit nos hôpitaux parce qu'on n'attend pas après l'État. Mais le sacrifice du peuple Bassa, parce qu'il y a 2 peuples qui ont mené la lutte dans ce pays, suivi de quelques individus des autres peuples. Mais quand je parle de peuple, je parle d'ensemble. Et personne ne pourra me contredire dessus. Paul Biya était où? Paul Biya était où? Les Bassas ont eu quoi en retour? D'accord. Pourquoi eux ne revendiqueraient pas cette place? Non, je reprends. Ne vous laissez pas distraire. Ces gens n'ont plus rien à nous proposer. Ils veulent nous opposer les uns aux autres. Et à la fin, je ne pense pas que ce soit le Cameroun qui soit gagnant. Et vous savez, à force de taper sur un enfant à un moment donné, il s'apprête à ce qu'on lui tape dessus, il finit quand même par faire ce qu'il a à faire. Les menaces ne font plus peur à personne. D'accord. Voilà. Sandy Boston, bonjour.
les copanélistes. Alors, Sandy Boston, on vous a vu justement à cette marche de Genève, même si vous avez été, on va dire, arrêté la veille. Quelle est votre lecture des événements de cette marche de samedi dernier, Sandy Boston? Alors, je tiens à préciser que, effectivement, j'ai été interpellé avec quelques compagnons après avoir essayé de pénétrer l'ensemble de l'hôpital continental le vendredi 16. Nous avons passé 48 heures de garde à vue et nous avons été libérés. Alors Sandy Boston, dites-moi, ouais. Est-ce que vous êtes en mode haut-parleur là? Oui. Voilà, c'est mieux d'enlever le haut-parleur, je vous en prie, pour qu'on puisse écouter. D'accord. Pour qu'on puisse écouter. Oui, sans écho. D'accord. Oui. C'est bon. Donc, je disais, ce samedi, justement, la police helvétique m'a libéré à 20h30 après que la marche ou alors la manifestation soit achevée. Cependant, ma lecture des événements n'est pas différente de celle que j'ai entendue depuis le début de l'émission, à savoir que les Camerounais, dans leur ensemble, souffrent depuis plus de 40 ans de la dictature opprimante qui leur est imposée par le régime en place. Le peuple souffre. Le pays est à terre économiquement. Alors rien ne justifie qu'un chef de l'État, qui est un fonctionnaire, qui est le premier fonctionnaire, utilise l'argent du contribuable pour aller prendre toute une suite de 6e étage à l'hôtel intercontinental à plus de 30 000 € la nuit, pendant que le Camerounais moyen vit en dessous du seuil de pauvreté. Alors nous y sommes allés pour dire non. D'ailleurs, en prélude à cette compagnie, nous avions déjà rencontré la police genevoise avec laquelle nous avions discuté et nous leur avions dit que chaque fois que M. Biya retournera en Suisse, les Camerounais viendront exprimer leur colère. Bien sûr, dans les réseaux sociaux, j'ai utilisé des termes un peu plus spécifiques. Et vous savez, il y a aussi eu une pétition en Suisse, justement, qui demandait de faire de M. Biya une persona non grata. À dire que même les citoyens suisses sont fatigués de ces séjours prolongés et perturbés sur leur sol. Donc, nous y sommes allés et nous avons exprimé notre colère, nous avons perturbé son séjour, nous avons justement remis le sujet de ses présences répétées sur le sol helvétique au cœur du débat en Suisse. Et en ce moment même, les élus suisses remettent la question sur la table et se demandent pourquoi la Suisse continue de soutenir et de protéger un dictateur, l'un des pires que l'Afrique ait connu, alors même que la plupart des pays européens ne peuvent plus s'encombrer de sa présence sur leur sol. C'est de ça qu'il est question. Il est question pour nous, justement, de demander à ces pays dans lesquels nous résidons d'arrêter leur coopération avec M. Biya et de lui demander de régler les problèmes qui est chez lui. Ça fait 4 ans qu'il y a une guerre qui fait rage au Cameroun, avec toutes les conséquences que vous savez. M. Biya n'a jamais fait signe de vouloir mettre fin à cette guerre qui devient de plus en plus sanglante. Une guerre dans laquelle il s'est enlisé, où il n'y a pas d'issue. Rappelons qu'un pays n'a jamais gagné une guerre contre son propre peuple. C'est impossible. Et les Camerounais en ont marre de ce bain de sang. Nous sommes fatigués. Et nous allons utiliser tous les moyens possibles justement pour dénoncer cela, mais aussi empêcher à M. Biya de venir en Europe jouir des libertés et du développement que les autres ont bien voulu mettre sur pied dans leur pays, alors que lui, il est incapable de donner les mêmes avantages à son peuple qu'il dirige depuis plus de 40 ans. Il est anormal que M. Biya parte du Cameroun pour venir se soigner dans un hôpital suisse
alors qu'il est aux commandes depuis 40 ans. Qu'est-ce qui l'a empêché de donner un plateau technique digne de son nom à lui-même déjà en tant que citoyen camerounais, mais aussi au reste de la population? D'accord. Les gens nous disent les problèmes du Cameroun se règlent au Cameroun, allez marcher au Cameroun. Mais ils n'ont pas dit à M. Biya qu'un citoyen camerounais se soigne aussi au Cameroun, il ne va pas aussi se soigner. Lorsque M. Boris Johnson était victime de Covid, il n'est pas allé aux États-Unis se soigner. Encore qu'il était milliardaire, il aurait pu même au Royaume-Uni se soigner dans une clinique privée. Mais il est allé dans un hôpital public, justement, pour démontrer que ces hôpitaux-là sont assez équipés et assez performants pour lui et pour le reste de la population. C'est ce que nous demandons à M. Biya. Il est anormal qu'une poignée de Camerounais bénéficie de tous les bienfaits et que le reste des 30 millions de Camerounais croupissent dans la misère la plus absolue. Nous disons non à ça. Et c'est pour cela que nous allons dénoncer et rendre le séjour de M. Biya invivable. Mais alors vraiment invivable. Donc, la marche de samedi était un succès total. D'ailleurs, même sur le plan médiatique, succès encore plus raisonnable que celle de 2019, parce que tous les médias, je dis bien tous les médias suisses, pendant la semaine précédant cette marche, étaient concentrés sur ce que les Camerounais allaient faire. Des notes circulaires sont passées dans les quartiers de Genève pour demander à la population de rester chez elle, parce que samedi, ce sera difficile. Les Camerounais vont faire. Et on l'a fait, on a paralysé Genève toute la journée. Et lorsque les gens imaginent que toute une ville aussi importante que Genève, qui est quand même le centre administratif en Europe, et même le centre diplomatique, est paralysée pendant toute une journée à cause d'un seul individu, il y a de quoi se poser des questions. Donc, Eric, pour revenir à ta question, nous sommes entièrement satisfaits du travail que nous avons effectué samedi à Genève. Bien que je sois rentré avec une peine d'emprisonnement assortie d'une amende, si c'était à refaire, je le referais parce que mes camarades qui croupissent dans les geôles infestes de M. Biya depuis plus de 2 ans ne se plaignent pas. Il y en a qui ont déjà fait la prison même 2 fois. Ils ne se plaignent pas. Encore que la prison en Europe est horrible. Alors, nous irons jusqu'au bout de nos actions. Rien ne nous arrêtera. Et nous allons, une fois de plus, exposer l'horreur de la dictature qui fait rage en ce moment au Cameroun. D'accord. Nous allons le faire. D'accord. Sandy, je ne suis pas seul dans ce studio, avec évidemment Bobo Bengan, Karine Sontia et Charles Djikam du MRC. Charles, vous vouliez rebondir sur les propos de Sandy Boston? Oui, c'est pas en tant que tel sur ses propos, parce que l'essentiel de son analyse est partagé. Ce que je voudrais dire, c'est que ceux-là qui sont absents du plateau aujourd'hui, mais qui ont les écouteurs aux oreilles à la maison, parce que je sais que même quand ils sont partis de ce groupe, ne venaient plus sur les plateaux, il n'y avait pas meilleur auditeur que, d'ailleurs, le ministre de la Communication lui-même l'a dit récemment, il n'y a plus besoin de revenir dessus. Je voudrais leur dire une chose, c'est que l'avantage de nos compatriotes, c'est qu'en même temps, ils sont, comment est-ce que je peux appeler ça, en même temps qu'ils sont camerounais et que c'est à ce titre qu'ils revendiquent leurs droits et les nôtres, en même temps qu'ils ont ces autres nationalités, ils ont donc des élus à gauche et à droite, aux États-Unis, en Angleterre, en Suisse, en France, qui leur doivent des comptes. J'espère que ces autorités camerounaises-là, qui ont pour habitude de réagir, mais pas d'agir, sont conscients d'une chose, c'est que lorsque la pression va monter d'un cran, et que ceux-là vont demander où ils vivent à leurs élus, pourquoi telle ou telle chose est faite avec le Cameroun, et en particulier avec ce gouvernement-là, et vont mettre la pression pour que de plus en plus ils trouvent de moins en moins de coopération du point de vue économique et sur d'autres aspects. J'espère qu'ils sauront, comme on dit vulgairement, gérer le retour. Parce que, comme je disais, même un vagabond, du moment qu'il vit quelque part,
l'élu le prend en considération parce qu'il est supposé un jour mettre son bulletin dans l'urne. Et ils ont un peu plus de respect là-bas pour les concitoyens que nous avons ici pour nous-mêmes. Donc j'attire l'attention de ceux-là. Ils sont encore une fois en train de se tirer une balle dans le pied. Et il va falloir... Et j'ai souvent pour habitude de m'adresser à la jeune génération, enfin je veux dire celle d'après Biya, au sein du RDPC, en leur disant vous allez devoir vivre avec nous. Ceux-là qui vous entraînent sur ce chemin sont des égoïstes qui se fichent bien de ce que sera le Cameroun demain, tant que eux en auront joui déjà, ils seront partis. C'est à l'image de leur chef. Mais eux, comme je vois le jeune docteur qui était avec nous tout à l'heure, pour qui je souhaite que le bon Dieu lui accorde de longue vie, qui a encore 30 ou 40 ans à vivre, je me demande s'ils se projettent dans le Cameroun de demain. Et il vaut mieux pour eux qu'ils anticipent, puisque nous n'échapperons pas à ce triangle-là qui est justice, vérité, avant d'arriver à la réconciliation. Pour ceux qui devront faire face à la justice, parce qu'il faudra qu'on nous rende des comptes. Oui. Hein. Donc c'est une marche, et d'ailleurs le ministre l'a dit, c'est une marche irréversible vers plus de liberté, plus de démocratie, plus de droit. Du moins, je pense qu'il l'a dit, mais est-ce qu'il le pense vraiment? Mais en tout cas, c'est une marche irréversible. Non, ne me citez pas les gens qui font des récitations, les dogmes. Non. Oui, mais vraiment, je ne le veux pas comme référence dans notre débat. Je le veux pas comme il est passé tout récemment chez nous avec Equinox. Oui, non, je retiens le mot qu'il a sorti, il a dit une marche irréversible. Je l'ai suivi, il manie bien la langue française, le problème c'est la mise en application de cette langue-là. Oui. Ce que je voulais dire aussi, c'est que nous avons de nombreux problèmes ici. Il y avait une première opération qui était celle qui vient de se dérouler en Suisse. Nous remercions nos compatriotes pour avoir porté haut nos voix et nos souffrances. Mais nous qui sommes ici, continuons d'avoir un certain nombre de problèmes. Il va falloir qu'on revienne dessus. Moi, personnellement, par respect pour Equinox, je suis encore venu sur ce plateau avec ce thème, mais je vais devoir passer à d'autres choses. Revenir à la situation d'avant. Notamment... Le Covid-Gate. Pas que le Covid-Gate. On va déjà commencer par aider nos compatriotes. J'ai une jeune Nord-Ouest et Sud-Ouest. Oui, du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Ça, c'est un combat permanent tant qu'il n'y aura pas la paix. J'ai une de mes filles qui s'est retrouvée violée parce qu'on a utilisé son identité sur les réseaux sociaux. Je pense que chaque Camerounais qui m'écoute saura de qui je parle. Vous trahissez, ce sera le thème pour demain. Vous trahissez un thème que nous ferons demain. Oui, non, je vous invite donc à revenir au commun. Cette jeune fille a besoin de l'assistance des Camerounais, a besoin que justice soit faite. La jeune Mirabel a besoin que justice soit faite. J'annonce que Mirabel sera dans ce excellente initiative. Tout est arrangé depuis. Vous êtes toujours à la pointe de l'information. Excellente initiative. Je voudrais qu'on revienne à la Covid-Gate pour laquelle jusqu'à présent, oui bien sûr, j'en ai terminé dans 30 secondes, Sandy. Je voudrais qu'on revienne aux 180 milliards de Covid-Gate pour lequel jusqu'à présent nous attendons le rapport de la Cour des comptes. J'aimerais qu'ensuite on passe à la canne. C'est de ça qu'il est question. Que ces gens arrêtent de nous distraire. D'accord. La capacité de réaction des Camerounais va aller crescendo, qu'ils en soient conscients. Mais nous n'oublierons pas ce sur quoi nous étions avant Zurich. Nous étions sur des choses qui persistent. Parce que pendant qu'il était encore à Zurich, des voleurs soit à Yaoundé se promènent encore avec des gyrophares et sont soi-disant ministres de ma République à moi. Je dis non. Et ça c'est du mépris de la part de M. Biya. Et je voudrais dire humblement à M. le Premier ministre John Gouté, Monsieur le Premier ministre, prenez date avec l'histoire. Sachez prendre date avec l'histoire. Il est de votre devoir, impliqué personnellement au titre de vos fonctions ou pas, lorsque tout un gouvernement ou une partie importante d'un gouvernement est impliqué dans un pareil scandale, je veux dire, comment dirais-je, l'humilité, je ne sais plus trop quel qualificatif donner à cette attitude, voudrait que vous déposiez votre tablier, que vous rendiez votre tablier. Ça forcerait M. Biya enfin à agir. D'accord. Et les Camerounais vous en seront gré. Oui, Sandy, allez-y, réagissez. Alors, oui, tout à fait. Je voulais rebondir sur les différentes actions suggérées à nous pour dire que nous n'agissons pas seulement sur le terrain, nous sommes aussi dans des actions diplomatiques. Sandy, je vous en prie, rapprochez le combiné téléphonique de votre bouche. Parce que lorsque vous l'éloignez, on perd la qualité de l'écoute ici en studio au Cameroun. Je vous en prie. Vous qui nous parlez depuis l'Angleterre. Je vous en prie.
rapprocher le combiné de votre Je voulais juste préciser que nos actions ne se limitent pas seulement aux actions de terrain. Nous agissons en ce moment sur le plan diplomatique et oui, nous avons saisi nos élus. En Angleterre, par exemple, nous avons empêché ou alors bloqué le soutien financier, la collaboration que le Royaume-Uni se proposait de faire avec le Cameroun et nous avons forcé à ce que cela passe à l'Assemblée pour l'approbation de tous les députés. Et donc cela est en train d'être fait et lorsque ce sujet sera mis sur la table à l'Assemblée nationale ici, nous comptons bien déposer un mémorandum justement pour expliquer les raisons pour lesquelles le Cameroun ne devrait plus être financé par les États européens. Donc, il est hors de question que nos États continuent de financer un pays qui est en guerre. Cela ne se fait pas. Et nous comptons bien poursuivre ces actions. Il y a aussi l'action au niveau du FMI que nous engageons justement pour contrecarrer ces prêts à répétition. Le FMI accorde à l'État du Cameroun un État hyper endetté, sans aucune garantie de remboursement, à des taux d'intérêt faramineux. Nous disons non et nous allons empêcher cela. Donc, ne vous inquiétez pas, nous travaillons là-dessus. Nous avons des Camerounais assez compétents dans ces domaines-là qui s'occupent de ces dossiers. Maintenant, pour revenir à ce que mon confrère disait tout à l'heure, oui, nous sommes conscients du fait que chaque fois que des vrais problèmes, des vrais sujets qui concernent la vie de la nation camerounaise, à savoir ce que fait M. Biya en Europe, à savoir où sont passés les 180 milliards alloués par le FMI pour la Covid au Cameroun, à savoir où est passé l'argent de la CAN, il nous ramène toujours ils nous sortent toujours le tribalisme comme un chat d'un chapeau de magicien pour distraire l'opinion publique. Et nous disons, nous n'allons pas nous laisser distraire. Le tribalisme au Cameroun ne naît pas aujourd'hui et ne pourra pas être plus exacerbé qu'il ne l'a été à ce jour. Nous sommes conscients du fait qu'il y a un tribalisme d'État entretenu par, justement, le régime en place. Donc, ce n'est pas une nouvelle chose qui va nous exciter. Nous n'allons pas être détournés de nos objectifs qui sont que M. Biya rende compte de la gestion des fonds qui lui sont alloués par les bailleurs de fonds internationaux, que M. Biya justifie de ses déplacements à l'international alors que le commun des Camerounais meurt dans la misère la plus absolue, que l'impunité ambiante qu'il y a au Cameroun soit enfin adressée, que les problèmes de société soient enfin adressés au Cameroun, à savoir, entre autres, la dignité de la femme. Et on l'a vu d'ailleurs avec le problème de la petite Malika, entre autres, que la guerre au Nozo soit enfin terminée parce qu'il s'agit non seulement de la mort des citoyens camerounais qui résident au nord-ouest et sud-ouest camerounais, mais aussi de ces jeunes soldats recrutés à la va-vite dans l'armée pour pallier les manques et qui sont en train de déserter en rang nombreux justement parce que ils sont maltraités par Sandy Boston, on va rester non grossier sur des propos qui ne sont pas vérifiés et vérifiables. Mais l'autre question que j'ai envie de vous poser, Sandy Boston, ce matin, c'est que vous êtes une femme et que dans ces manifestations de la diaspora, il y a beaucoup de femmes. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur ce combat que les femmes mènent et le sens que vous donnez à ce combat-là, vous qui êtes dans la diaspora? Ben oui, mais avant, Eric, justement, j'allais te dire que dans une guerre asymétrique et avec une communication opaque, aucun chiffre n'est vérifiable, mais nous avons des estimations. Donc, je ne fais que parler des estimations et des rapports qui nous viennent du terrain. Donc, en passant, c'est cela. Maintenant, en ce qui concerne l'apport des femmes dans le combat, je suis extrêmement fière de voir que la femme camerounaise s'est enfin levée, a pris
le problème de son pays à bras le corps. Avant nous, il y avait des Camerounais qui avaient combattu ce régime depuis les années 90 avec le SDF, mais on n'avait pas beaucoup de figures féminines qui s'étaient vraiment engagées dans la lutte pour l'établissement d'un état de droit au Cameroun. Et depuis 2018, à la suite des élections présidentielles qui ont eu le résultat que vous savez, dans les conditions que vous savez, on a vu des centaines de femmes se lever, s'indigner et s'engager vraiment dans le combat pour la restauration de l'état de droit au Cameroun. Je ne voulais pas dire la libération parce qu'enfin, il s'agit d'une libération. Il faudrait qu'on soit libéré du système néocolonial qui continue de persister au Cameroun. Mais cet apport est très crucial en termes de l'impact même de la lutte, hein, parce que les femmes, comme vous le savez et comme vous l'avez vu, sont déjà très déterminées, sont très organisées et elles ne lésinent pas sur les moyens pour achever leurs résultats. Il faut dire que il y a eu des figures historiques féminines dans les luttes de libération du Cameroun. On sait très bien que l'UPC à l'époque était accompagnée par des associations de femmes qui l'aidaient à mobiliser justement les fonds et à mobiliser des partisans. Et aujourd'hui, nous avons au niveau de la diaspora la base qui s'est levée, et autour de la base, il y a beaucoup d'organisations de femmes qui justement font le même travail de mobilisation des fonds. Et elles le font de façon merveilleuse, un travail de mobilisation sur le terrain. Et nous voyons le résultat que cela a apporté. Je suis très humble et très reconnaissante d'avoir été portée comme ça, sans l'avoir voulu, à la tête de certains de ces mouvements. Et j'espère que nous inspirons les femmes au Cameroun, justement au 237, à suivre le pas, à se lever et à revendiquer leurs droits, à revendiquer ce qui leur est dû et à porter justement ce combat, parce que la femme est la mère de l'humanité. Au final, les violences même qu'on fait aux hommes ne peuvent pas être faites de la même manière aux femmes. En tout cas, au Cameroun, on n'est jamais sûr de rien. On a vu des femmes maltraitées au même titre que les hommes. Mais en tout cas, nous encourageons les femmes au Cameroun à prendre leur destin en main, à se lever et à revendiquer ce qui leur est dû de droit. Et nous sommes fiers de porter ce combat aujourd'hui, et nous allons aller jusqu'au bout de notre tâche. Vous l'avez entendu, je n'abdiquerai pas, je ne fléchirai pas. Je suis peut-être l'une des plus radicales dans ce combat, mais justement cela inspire les autres, et nous espérons que nos efforts porteront leurs fruits très bientôt. Oui, Charles Djika. Oui, je voulais dire à Sandy, un peu de tolérance à l'endroit de vos sœurs ici ou de vos mères. Elles ont déjà à faire face à des défis que vous ne pouvez pas imaginer. Si vous imaginez, puisqu'elles vous en font part et que vous êtes obligé de venir en aide, des aides multiformes. Mais quand déjà il faut penser à ce que votre famille va manger, parce que votre époux n'a plus d'emploi ou que son emploi ne l'est que de nom, c'est peut-être jusqu'à présent ce qui les retient et qui les empêche encore de prendre la rue. Mais le point de rupture n'est pas loin, à l'allure où vont les choses. Et pour qui a observé un petit peu la scène politique à gauche et à droite, quand les femmes et les mamans commencent à prendre la rue, c'est qu'il est déjà trop tard et que la fin est imminente. Je fais encore passer ce message-là. Je voudrais parler de quelque chose qui m'est également cher, parce que je suis quand même ici au titre d'une chapelle politique, et pour le MRC, pour ne pas le nommer. J'invite nos concitoyens à prendre à bras le corps, chacun, les problèmes de son pays. Il n'y a pas de délégation dans la lutte. Je me bats déjà pour moi-même et ma famille. Ma contribution, c'est que j'essaye de vous expliquer pourquoi moi je me bats, mais je ne me battrai pas pour vous. Il faudra que chacun d'entre vous prenne sur lui de se battre pour son avenir à lui, pour le présent de ses enfants et le futur de ceux-là. Il faut que vous en soyez bien conscients. Ne pensez pas qu'au bout d'une lutte acharnée qui m'aura coûté ce qu'elle m'aura coûté, et même au péril de votre vie, vous en aurez les bénéfices, oui. Comme ça, gratuitement. Non, c'est faux. Vous avez menti. C'est impossible. Je ne l'accepterai pas personnellement. Donc,
je vous invite, jeunes que vous êtes pour la plupart, en tout cas la grande majorité des Camerounais aujourd'hui est jeune. Commencez par aller vous inscrire sur les listes électorales. Mais il y a un préalable que beaucoup d'entre nous, communicants politiques, avons oublié. Demandez au gouvernement du Cameroun de vous délivrer des cartes nationales d'identité. Parce que c'est de cela qu'il est question aussi. J'ai entendu tout à l'heure un communiqué d'une société commerciale de téléphonie qui demande aux Camerounais de venir faire vérifier leur numéro ou alors les cartes qui sont arrivées à expiration. Mais quand une carte met 2 ans pour être faite, et encore, il faut qu'au bout de 2 ans on l'ait. Comment est-ce qu'on fait? Donc c'est l'histoire du serpent. C'est l'histoire du serpent qui se mord la queue. Alors en même temps qu'on est en train de demander aux gens d'aller s'inscrire sur les listes électorales, en même temps qu'on a mis le passeport à 110 000 pour quelques privilégiés que nous sommes, parce que l'immense majorité des Camerounais n'a pas de passeport et n'aura jamais les moyens en l'état actuel des choses d'acquérir un passeport. Ils ont commencé par le bout, mais le mauvais bout. Ils auraient dû commencer par la carte nationale d'identité. C'est elle dont il s'agissait. C'est elle qu'il fallait d'abord moderniser, rendre fluide et qui permet d'avoir ce passeport. Non, et qui permet de s'inscrire d'abord sur les listes électorales. Oui, voilà. Donc parce que sans CNI, on s'inscrit. C'est à l'image du Cameroun. On fait l'autoroute et puis on se demande après, il fallait le péage. Voilà, c'est ça. C'est le Cameroun. Voilà. Enfin, le Cameroun de Paul Biya et du RDPC. D'accord. On marque une courte pause, mesdames, messieurs. On vous retrouve dans un court instant pour vos réactions au téléphone ce matin sur Radio Equinox. Une matinale pas comme les autres. Bonjour chez vous, c'est un réveil pas comme les autres. Bonjour chez vous sur la 93 FM Radio Equinox. L'instant des auditeurs à présent sur Radio Equinox, on est revenu sur les manifestations de Genève le 7 février dernier, le 17 juillet autant pour moi, dernier, 670 54 70 49, 656 62 22 22. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, comment on vous appelle? Jean Galbert. On vous écoute. Oui, je dis merci d'abord aux panélistes, ceux qui étaient sur le plateau, pour nous avoir instruits davantage. Et ensuite, je dis, notre président de la République ne récolte que ce qu'il a sémé. Parce que ça, c'est un bouton qu'il est en train de pousser à bout, ou alors au bout de l'explosion avec son gouvernement. Après avoir embrigadé les citoyens ici, ils pensaient que même là-bas, ils vont embrigader les autres. Je dis merci, je dis chapeau. Lutte unie sur tous les fronts pour libérer le Cameroun de cette mascarade, de ce faux gouvernement, ce faux régime. Je dis merci, chapeau. Merci de nous avoir appelés ce matin. Allô, bonjour. Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur, comment on vous appelle? Bien dit simplement. D'accord, on vous écoute. Bon, je veux d'abord dire merci aux grands photos sur le plateau, parce qu'il y a plus d'une vérité aujourd'hui que chacun doit bagarrer pour lui-même. Là, c'est une chose que les Camerounais n'avaient jamais compris. Il a pu le dire. Moi, ce qui me surprend avec ces photos, c'est que comment fait-il que vous pouvez toujours à quelqu'un de venir faire quelque chose dans son pays et il est capable de prendre son argent et de dépenser encore chez vous et vous le laissez. Moi, finalement, on me dit que même les faits blancs là sont compris pour ce qu'ils font. Merci bien. Merci aussi à vous de nous avoir appelés. Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour, comment on vous appelle? Odonino. D'accord, on vous écoute. Oui, je suis d'abord désolé que vous le faites faites de jeter le fleur à certaines personnes que vous invitez dans votre émission qui ne sont pas camerounais comme le docteur Dufour l'a dit. Et je voulais dire que ce que la base fait et que vous soutenez dans vos émissions n'est pas normal. C'est pas normal. On ne peut pas demander un groupe de gens ne peuvent pas sortir pour dire qu'ils vont aller Kassam. Kassam, c'est quoi? Un président. Vous croyez que ça c'est des gens normaux, ça? C'est pas normal. Oui, et ils disent pas la vérité. Ils ont été condamnés à payer des amendes. Ils l'ont dit, si ce n'était pas la presse qui l'avait révélé. Ils n'ont pas dit. Mais les gens disent que, j'ai dit hier que le président a tendu une pêche à ces gens-là, parce qu'ils parlaient de manière codée comme un patriarche. Ils ne l'ont pas saisi. C'était le moment idéal de dire que, bon, comme le président est là, on fait une demande d'audience, on le rencontre. Ce n'est pas dans la rue qu'on va le rencontrer. Et vous soutenez ça. Le président, c'est un homme sage. Et quand il parle,
il faut regarder, il faut analyser. D'accord, merci à vous. Merci de nous avoir appelé Monsieur Mononino. C'est ici. C'est l'autre ligne. Il y a une autre personne non. Non, c'est tout. On va s'arrêter là pour ce matin, madame, monsieur. Merci infiniment à vous d'avoir été là. Merci à Charles Djikam. C'est moi qui vous remercie. Je voulais en profiter également. Je viens de me rendre compte qu'aujourd'hui, la jeune fille dont je parlais, qui a été tristement Malika, Mirabel, pardon. Oui. Quant à Malika, on ne l'a pas oublié, de même qu'on n'a pas oublié d'autres. Mais Christelle Mirabel, c'est son anniversaire aujourd'hui. Malgré que ça se passe dans de mauvaises circonstances, je voudrais que les uns et les autres se joignent à moi pour lui souhaiter bon anniversaire et qu'elle sache que de meilleurs jours se profilent à l'horizon. En tout cas, je rappelle qu'elle sera notre invitée exceptionnelle demain dans cette émission et que nous arrangeons encore le PCRN pour prendre part à cette émission parce que c'est ce qui nous manque pour boucler ce plateau. Oui, leur présence serait très significative. Voilà, on va également dire merci à Sandy Boston depuis l'Angleterre. Merci Sandy. Merci Eric de m'avoir accueilli ce matin. Merci à nos chers auditeurs et j'espère que nous allons débattre une prochaine fois très bientôt. D'accord. Merci à tous, madame, monsieur. Merci à Bertrand Bonzini. On se retrouve demain 6h pour un nouveau numéro de cette émission. Bonjour chez vous. Information et divertissement. Entre 6h et 9h.